Elle a disparu il y a 8 mois, emportant son cœur et un secret qu'il ne savait jamais exister. Quand Quan Jun entre en collision avec une femme très enceinte dans une rue froide de New York, la reconnaissance frappe comme un éclair. Melody, la femme qui a disparu, la femme qu'on lui a dit l'avait trahi, mais la chronologie ne correspond pas au mensonge qu'on lui a donné. Et l'enfant qu'elle porte change tout. Ceci est une histoire sur les vérités qui nous détruisent, les mensonges qui nous lient, et l'amour qui refuse de mourir même quand il le devrait. Bonjour la famille, bienvenue à nouveau sur les histoires de battements de cœur afro-coréens. Si vous êtes prêts pour une romance mafieuse émotionnelle qui vous détruira de la meilleure façon, appuyez sur s'abonner et commençons. N'oubliez pas de laisser un commentaire nous disant d'où vous regardez. Merci pour votre immense soutien. La collision s'est produite si vite que Melody n'a pas eu le temps de se détourner. Un instant, elle se précipitait sur le trottoir de Brooklyn, sa main pressée contre son ventre gonflé, son manteau usé faisant peu contre le vent de novembre. L'instant d'après, elle avait percuté quelque chose de solide, de chaud et d'une familiarité douloureuse. Son sac est tombé, répandant des reçus et de la petite monnaie sur le pavé mouillé. Je suis désolé, je ne regardais pas. Elle a commencé à se pencher pour ramasser ses affaires malgré le poids gênant d'être enceinte de 8 mois rendant chaque mouvement difficile. Puis elle a vu les chaussures. Du cuir italien cher, le genre qui coûte plus de 3 mois de son loyer. Son regard a voyagé lentement vers le haut, observant le costume anthracite parfaitement ajusté, le manteau en cachemire noir, les mains fortes qui l'avaient étudié quand elle a trébuché. Elle savait avant d'atteindre son visage. Une partie d'elle l'avait su l'instant où leurs corps sont entrés en collision, l'a reconnue à un niveau cellulaire qui a contourné la logique et la raison. Kwon Jae-hyun se tenait figé sur le trottoir, ses yeux sombres écarquillés de choc. Ses traits habituellement composés se sont ouverts avec quelque chose qui ressemblait à de la dévastation. 8 mois l'avaient aiguisé d'une manière ou d'une autre, avaient enlevé toute douceur qui aurait pu rester. Ses cheveux noirs étaient plus longs qu'elle ne s'en souvenait, balayés en arrière de son visage, et il y avait de nouvelles rides autour de ses yeux, autour de sa bouche. Il avait l'air plus vieux, plus dur, plus comme l'homme qu'elle avait fui et moins comme le garçon dont elle était tombée amoureuse. Melody, son nom est sorti avec rudesse, à peine plus qu'un murmure. Son accent coréen enveloppait les syllabes comme il l'avait toujours fait, transformant son nom américain en quelque chose d'exact et d'étrange. Elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas respirer. Pendant 8 mois, elle avait vécu dans la terreur de ce moment exact, avait planifié et replanifié ce qu'elle ferait s'il la trouvait. Mais toutes ses préparations se sont évaporées sous le poids de son regard. Son regard est tombé de son visage, voyageant vers l'endroit où son manteau était ouvert, vers l'endroit où sa main reposait encore protectrice sur l'enflure de son abdomen. Elle a vu la prise de conscience le frapper, a vu son expression passer du choc à la confusion, à quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. « Non », a-t-elle murmuré, retrouvant enfin sa voix. « Non, Jian, je dois partir. » Elle s'est penchée rapidement, ignorant la façon dont son dos protestait, ramassant ce qu'elle pouvait atteindre de ses affaires éparpillées. Ses mains tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine saisir quoi que ce soit. Le bébé a donné un coup de pied fort contre ses côtes, comme s'il sentait sa panique. « Attends !» La main de Jin a jailli, ne la saisissant pas, mais planant près de son coude. « S'il te plaît, attends juste. Je ne peux pas. Je suis en retard pour le travail. » Le mensonge est venu automatiquement. Elle avait déjà terminé son quart de travail au café, était censée rentrer chez elle dans son petit studio à Bed-Stuy, mais elle ne pouvait pas lui dire ça. Ne pouvait pas lui donner d'informations qu'il pourrait utiliser pour la retrouver. À combien de mois en êtes-vous? La question était calme, presque clinique, mais elle a entendu le tremblement en dessous. Ça ne vous regarde pas. Melody, s'il vous plaît, dites-moi juste à combien de mois.
Elle a fait l'erreur de le regarder alors. Son visage était devenu pâle sous son teint coréen naturellement hâlé, ses yeux sombres fixés sur elle avec une intensité qui lui donnait envie de courir. Mais il y avait autre chose là aussi, quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir, et cela la terrifiait plus que tout. 8 mois, elle s'est entendue dire. Elle l'a regardé calculer, a vu le moment exact où le calcul a cliqué. Sa mâchoire s'est serrée, un muscle sautant dans sa joue, ses mains se sont serrées en poing sur ses côtés. Enceinte de 8 mois. Elle était partie il y a 8 mois, ce qui signifiait qu'elle était tombée enceinte juste avant de partir. Est-ce le mien? La question planait dans l'air glacial entre eux. Un taxi a klaxonné quelque part derrière elle. Un groupe d'étudiants riant les a dépassés sur le trottoir étroit. La ville bougeait autour d'eux comme s'ils étaient des pierres dans une rivière. Mais Melody ne pouvait pas détourner le regard du visage de Jin. « Non, dit-elle fermement. Le mensonge avait un goût de cendre sur sa langue. « Non, ce n'est pas le vôtre. Je suis avec quelqu'un d'autre maintenant. Son nom est David. Nous sommes très heureux. » Quelque chose a vacillé sur le visage de Jin, trop vite pour qu'elle puisse le lire. De la douleur peut-être, ou de l'incrédulité. Il a reculé d'un demi-pas, ses mains tombant sur ses côtés. Vous avez tourné la page rapidement. Sa voix était devenue froide et plate. La chaleur qui avait brièvement éclairé ses traits quand il l'avait reconnue avait complètement disparu, remplacée par le masque qu'elle connaissait trop bien. Vous êtes parti il y a 8 mois et vous êtes enceinte de 8 mois. Cela signifie que vous êtes tombée enceinte quelques jours après m'avoir quitté. Ou ses yeux se sont rétrécis alors qu'il recalculait. Elle pouvait voir les rouages tourner dans son esprit. Ou vous étiez déjà enceinte quand vous êtes parti, dit-il lentement. Vous étiez enceinte de mon enfant et vous avez couru quand même. Non, je vous ai dit que ce n'est pas. Ne me mentez pas, Melody. Je peux le voir dans vos yeux. Vous étiez enceinte quand vous êtes parti. À combien de mois en étiez-vous? 1 semaine? 2 semaines? Le saviez-vous seulement? Elle n'a rien dit. Laissez-le croire ce qu'il voulait. Mais son silence était une réponse suffisante. Mon Dieu, respira-t-il, vous saviez. Vous saviez que vous portiez mon enfant et il est quand même parti. Vous m'avez laissé passer 8 mois à penser que vous m'aviez trahi, tourné la page, trouvé quelqu'un d'autre alors que tout le temps vous étiez enceinte de mon bébé. J'avais mes raisons. Quelle raison pourrait justifier cela? Qu'aurais-je pu faire de si terrible pour que vous deviez prendre mon enfant et disparaître? Je ne peux pas faire ça. Passe ici. Passe maintenant. Elle a rassemblé le reste de ses affaires et s'est redressée. Une main pressée contre le bas de son dos. Le bébé a donné un coup de pied à nouveau, plus fort cette fois, et elle n'a pas pu tout à fait supprimer le gémissement. « Vous allez bien? » a demandé Jay, l'inquiétude perçant sa colère. « Je vais bien. Au revoir, Jay. » Elle est passée devant lui, son cœur battant si fort qu'elle a cru qu'elle allait s'évanouir. Elle a fait 3 pas avant que sa voix ne l'arrête, Melody. Elle ne s'est pas retournée. Si elle s'était retournée, si elle avait revu son visage, elle aurait pu craquer. Elle aurait pu tout lui dire. Et la vérité aurait détruit le petit morceau de paix qu'elle avait réussi à construire. Je découvrirai pourquoi vous êtes parti. Je découvrirai ce qui s'est passé. Et quand je le ferai, nous aurons une très longue conversation sur notre enfant. Sa voix était calme, mais portait le poids d'une promesse. Vous pouvez courir à nouveau si vous voulez, mais je vous trouverai, et cette fois, je ne vous laisserai pas partir sans réponse. Puis elle a entendu ses pas s'éloigner dans la direction opposée, le bruit du cuir coûteux contre le béton humide s'estompant. Elle est restée figée sur le trottoir jusqu'à ce qu'elle ne les entende plus, jusqu'à ce qu'elle soit sûre qu'il était vraiment parti. Alors seulement elle a laissé échapper le souffle qu'elle retenait. Alors seulement elle a laissé les larmes venir. 8 mois. Elle était restée cachée pendant 8 mois. Et en moins de 5 minutes, tout s'était effondré.
Elle a marché les 8 pâtés de maison jusqu'à son appartement dans un état second, enregistrant à peine le froid ou les gens ou le trafic. Son esprit rejouait le moment de la reconnaissance, le choc dans ses yeux, la façon dont son regard s'était fixé sur son ventre de femme enceinte comme s'il résolvait une équation. Il avait compris. Il savait que le bébé était le sien, et maintenant il viendrait chercher des réponses. Son immeuble était un immeuble de 4 étages sans ascenseur avec un système de chauffage capricieux et des voisins qui se disputaient bruyamment à 2 heures du matin. Elle était là depuis 6 mois, le plus longtemps qu'elle était restée n'importe où depuis son départ. C'était censé être temporaire, juste jusqu'à ce qu'elle économise assez pour quelque chose de mieux. Mais la grossesse avait tout compliqué. Elle a monté les escaliers lentement, sa main sur la rampe, s'arrêtant à chaque palier pour reprendre son souffle. Au moment où elle a atteint le 3e étage, son dos lui faisait horriblement mal et le bébé faisait de la gymnastique contre ses côtes. Elle a tâtonné avec ses clés, a finalement ouvert la porte et est tombée à l'intérieur. Le studio était petit mais propre, à peine 400 pieds carrés qui servaient à la fois de chambre, de salon et de cuisine. Elle avait essayé de le rendre confortable avec des meubles d'occasion et des imprimés bon marché sur les murs, mais cela semblait toujours temporaire, comme un endroit où l'on reste en attendant que sa vraie vie commence. Melody a laissé tomber son sac sur le comptoir de la cuisine et s'est effondrée sur son lit, sans prendre la peine d'enlever son manteau. Tout son corps lui faisait mal. Elle avait été debout pendant 8 heures au café, et la collision avec Jay avait épuisé le peu d'énergie qui lui restait. Elle a pressé ses 2 mains contre son ventre, sentant le bébé bouger sous ses paumes. Un garçon, elle l'avait découvert à l'échographie des 20 semaines. Elle était seule dans cette pièce stérile, regardant l'image granuleuse en noir et blanc sur l'écran. Et quand la technicienne lui avait demandé si elle voulait connaître le sexe, elle avait dit oui sans réfléchir. Un garçon, le fils de Jen, l'enfant qu'elle portait quand elle est sortie de leur appartement penthouse par un froid matin de mars, laissant tout derrière elle sauf les vêtements sur son dos et le secret qui grandissait en elle. Elle n'était qu'à peine 1 semaine de grossesse quand elle est partie, sitôt que la plupart des femmes ne l'auraient pas encore su. Mais elle le savait. Elle avait fait 3 tests de grossesse, avait vu les lignes positives apparaître et avait senti son monde basculer. Elle avait prévu de le dire à Jay Hyen, avait rassemblé son courage, pensant que peut-être un bébé changerait les choses, l'adoucirait, lui ferait voir que son contrôle trop protecteur l'étouffait. Puis elle avait surpris la conversation qui a tout changé. Elle revenait d'acheter plus de tests de grossesse, voulant confirmer ce qu'elle savait déjà. Elle était entrée discrètement dans le penthouse et avait entendu la voix de Jen depuis son bureau. La porte était entr'ouverte et elle s'était figée dans le couloir. « Coin, je me fiche de ce qu'elle veut », avait dit Jahyun, sa voix froide et dure. Elle ne quitte pas cet appartement sans sécurité. Elle ne voit pas d'amis sans que je les examine d'abord. Elle ne prend aucune décision majeure sans me consulter. Est-ce clair? Oui, monsieur. Mais avec tout le respect que je vous dois, Madame Kwan est de plus en plus mécontente des restrictions. Le bonheur de ma femme est ma préoccupation, pas la vôtre. Votre travail est d'assurer sa sécurité. Si elle essaie de partir sans permission, vous l'arrêtez. Si elle argumente, vous m'appelez immédiatement. Elle semble penser qu'elle a la liberté, mais elle doit comprendre que sa liberté a pris fin le jour où elle m'a épousé. C'est pour son propre bien. Melody était restée dans ce couloir, une main pressée contre son ventre encore plat, où une vie venait de commencer, et avait réalisé qu'elle ne pouvait pas rester. Pas seulement pour elle-même, mais pour le bébé qui grandissait en elle. Elle ne pouvait pas élever un enfant dans une cage, ne pouvait pas laisser le besoin de contrôle de Jahyun s'étendre à leur fils ou à leur fille. Alors, elle avait attendu qu'ils partent pour une réunion d'affaires, n'avait emballé que son portefeuille et son téléphone, et était partie. Elle avait couru depuis. Le sommeil vint par intermittence cette nuit-là.
Elle se réveilla à 3 heures du matin d'un rêve où Jihan se tenait dans son appartement, le visage sans expression, lui disant qu'elle lui appartenait, et le bébé aussi. Elle se réveilla à nouveau à 5 heures à cause de contractions qui s'avérèrent être des contractions de Braxton Hicks. Au moment où son réveil sonna à 7 heures, elle avait l'impression d'avoir été frappée par un camion. Elle se traîna jusqu'au café, arrivant 15 minutes en retard pour son quart de travail du matin. Sa gérante, Teresa, la regarda et fronça les sourcils. « Tu as l'air terrible. Tu te sens bien? Juste fatigué. Je vais bien. Melody, tu es sur le point d'accoucher. Peut-être devrais-tu prendre un peu de temps libre avant que le bébé n'arrive. J'ai besoin de l'argent. Je vais bien. » Mais elle n'allait pas bien. Au moment du coup de feu du déjeuner, elle avait des vertiges et des nausées. Son dos lui faisait tellement mal qu'elle pouvait à peine tenir debout. Elle laissa tomber un plateau de vaisselle et Teresa l'envoya à l'arrière-boutique s'asseoir. « C'est ça, dit fermement Teresa. Tu rentres à la maison et tu ne reviendras pas avant d'avoir eu ce bébé. Je te paierai quand même pour tes quarts de travail prévus cette semaine. Mais tu dois te reposer. Teresa, je ne peux pas me le permettre. Je me fiche de ce que tu peux te permettre. Tu vas te faire du mal ou faire du mal au bébé. Rentre chez toi, c'est un ordre. » Alors elle est rentrée chez elle, trop épuisée pour discuter. Elle a acheté des provisions en chemin, des produits de base bon marché qui tiendraient la semaine, et a monté les 3 étages jusqu'à son appartement. Une enveloppe était scotchée à sa porte. Elle savait ce que c'était avant de l'ouvrir. Avis d'expulsion. 30 jours pour quitter les lieux en raison de loyer impayé. Melody a fixé le papier dans ses mains, les mots se brouillant. Elle avait 3 mois de loyer en retard. Elle avait essayé de rattraper son retard, avait mis chaque dollar disponible pour la dette, mais les frais médicaux de ses soins prénataux avaient épuisé ses économies. Et maintenant, elle avait 30 jours pour trouver un autre logement alors qu'elle était enceinte de 8 mois et travaillait au salaire minimum. Sauf qu'elle ne travaillait plus. Terry l'avait renvoyée chez elle avec un salaire pour une semaine, mais après ça, rien. Elle avait peut-être $600 en tout et un bébé attendu dans 4 semaines. Elle a déverrouillé sa porte et est entrée, l'avis d'expulsion toujours serré dans sa main. Elle s'est assise sur son lit et a laissé la réalité s'abattre sur elle. Elle n'avait pas d'argent, pas de travail, pas de famille à qui se tourner. Sa mère était décédée il y a 5 ans. Son père était parti depuis longtemps et elle n'avait pas de frères et sœurs. Elle avait été si prudente, si déterminée à s'en sortir seule, à prouver qu'elle pouvait survivre sans l'argent et le contrôle de Jin. Mais survivre et vivre réellement étaient 2 choses différentes. Et en ce moment, elle gérait à peine la première. Elle a pensé à l'appeler. La pensée a rampé comme du poison, tentante et terrible. Un coup de fil et tous ses problèmes disparaîtraient. Jaehyun paierait son loyer, couvrirait ses frais médicaux, s'assurerait qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Tout ce qu'elle aurait à faire serait d'abandonner sa liberté et de redevenir sa belle épouse contrôlée. Non. Elle préférerait vivre dans un refuge plutôt que de retourner dans cette cage. Elle a passé le reste de la journée à regarder des annonces d'appartements en ligne, devenant de plus en plus désespérée en réalisant qu'il n'y avait littéralement nulle part où elle pouvait se permettre de vivre. Chaque annonce exigeait le premier mois, le dernier mois et un dépôt de garantie. Une somme qui aurait aussi bien pu être $1 million pour toute sa capacité à la trouver. Cette nuit-là, elle s'est allongée dans son lit et a senti le bébé donner un coup de pied et elle a pleuré. Des larmes silencieuses qui ont glissé sur son visage et dans son oreiller. Elle avait cru être assez forte pour faire ça seule. Elle s'était trompée. Les 3 jours suivants furent un tourbillon d'épuisement et de panique. Elle essaya de se reposer comme Teresa l'avait ordonné, mais le repos était impossible quand son esprit ne cessait de tourner autour des pires scénarios. Le 4e jour, elle se força à retourner au café pour récupérer son chèque de paie. Teresa la regarda et insista pour la raccompagner chez elle. « As-tu dormi ?» demanda Teresa alors qu'elles étaient assises dans sa voiture devant l'immeuble de Melody.
Pas vraiment. Et manger? Quand je m'en souviens, Melody, ma chérie, tu ne peux pas te faire ça, hein. Tu dois prendre soin de toi et de ce bébé. As-tu quelqu'un qui peut t'aider? Et le père du bébé? Il ne sait pas. Il est peut-être temps de lui dire, la fierté ne vaut pas ta santé. Ce n'est pas une question de fierté. C'est une question de survie. Si je lui dis, je perdrai tout. Teresa ne comprenait pas, mais elle n'insista pas. Elle fit promettre à Melody d'appeler si elle avait besoin de quoi que ce soit, puis la regarda monter les escaliers pour s'assurer qu'elle rentrait dans toute sécurité. Cette nuit-là, Melody se réveilla à 2 heures du matin à cause d'une douleur si intense qu'elle ne pouvait plus respirer. Une douleur aiguë et lancinante dans son abdomen qui la fit se recroqueviller en boule et haleter. Pas des contractions, autre chose. Quelque chose qui n'allait pas. Elle réussit à attraper son téléphone et à appeler le 911, à peine capable de parler à travers la douleur. La opératrice la garda en ligne posant des questions, promettant que de l'aide arrivait. Melody entendit des sirènes au loin, se rapprochant et pria pour que le bébé aille bien. Les ambulanciers sont arrivés et l'ont aidé à descendre les 3 étages. La douleur s'était légèrement apaisée, mais sa vision était trouble et elle sentait qu'elle pourrait s'évanouir. Ils l'ont chargée dans l'ambulance et l'un d'eux a commencé à prendre ses signes vitaux pendant que l'autre conduisait. La tension artérielle est de 170 sur 110, a dit l'ambulancier. Possible prééclampsie. À combien de semaines en êtes-vous? 34 semaines. Des saignements? Non, juste de la douleur. Ils l'ont transporté d'urgence à l'hôpital méthodiste de Brooklyn, directement à la salle de travail et d'accouchement. Des infirmières l'ont entouré, la branchant à des moniteurs, vérifiant le rythme cardiaque du bébé, prenant du sang. Un médecin est entré, une femme d'une 50aine d'années, avec des yeux gentils et des mains douces. Je suis le Dr. Shin. Vous présentez des signes de prééclampsie sévère. Votre tension artérielle est dangereusement élevée et vous avez des protéines dans vos urines. Nous devons la maîtriser, mais si nous n'y parvenons pas, nous devrons peut-être accoucher ce soir. C'est trop tôt. 34 semaines, c'est tôt. Mais les bébés nés à 34 semaines se portent très bien avec des soins appropriés. Pour l'instant, ma préoccupation est de vous garder toutes les deux en vie. Comprenez-vous? Melody hocha la tête, trop effrayée pour parler. Ils lui ont donné des médicaments pour abaisser sa tension artérielle et du magnésium pour prévenir les convulsions. La douleur s'est progressivement apaisée, mais elle se sentait étrange, déconnectée de son corps. Ils l'ont gardée toute la nuit en observation, et au matin, sa tension artérielle s'était suffisamment stabilisée pour que le Dr. Chin accepte de différer l'accouchement. Mais vous êtes en repos strict dès maintenant et jusqu'à l'accouchement, a dit fermement le Dr. Chin. Repos strict complet. Pas de travail, pas d'escalier si vous pouvez les éviter. Activité physique minimale. Quelqu'un doit vous surveiller régulièrement. Avez-vous quelqu'un qui peut vous aider? Je trouverai quelque chose. Ce n'est pas facultatif, Melody. Si votre tension artérielle monte à nouveau en flèche, nous n'aurons d'autre choix que d'accoucher. Et la prochaine fois, nous pourrions ne pas la prendre à temps. Avez-vous de la famille? Des amis, le père du bébé. Pas de famille. Mon patron me surveille. Ce sera suffisant. Le Dr. Chin a semblé sceptique, mais a signé ses papiers de sortie. Teresa était venue la chercher, a jeté un coup d'œil aux instructions de sortie et a secoué la tête. Tu ne peux pas retourner dans cet appartement. 3 étages d'escalier. Pas question. Tu viens de rester chez moi, Teresa. Je ne peux pas imposer. Tu n'imposes pas. J'ai une chambre d'amis et je travaille à domicile la moitié de la semaine. Je peux te surveiller. Ne discute pas. Ainsi, Melody se retrouva installée dans la chambre d'amis de Teresa dans le Queens, entourée d'une gentillesse qu'elle ne méritait pas. Teresa lui apportait ses repas, vérifiait sa tension artérielle 2 fois par jour avec un tensiomètre domestique et s'assurait qu'elle restait horizontale autant que possible. Mais cela ne pouvait pas durer.
Le troisième jour, Teresa reçut un appel indiquant que sa mère en Floride était tombée et s'était cassé la hanche. Elle devait partir immédiatement. « Je suis tellement désolée, dit Teresa, déjà en train de faire ses bagages. Ma sœur est un désordre et maman a besoin de quelqu'un. Je ne serai partie que quelques jours, peut-être une semaine. Ça ira. J'irai bien. Va t'occuper de ta mère. Appelle quelqu'un si tu as besoin d'aide. Promets-le-moi. » Je promets. Teresa partit ce soir-là. Melody s'allongea dans l'appartement silencieux, écoutant les sons de la ville à travers la fenêtre, et sentit la solitude l'envahir comme une vague. Elle était à nouveau seule, complètement, absolument seule. Cette nuit-là, elle fit un rêve. Pas un cauchemar cette fois-ci, mais un souvenir. Elle était de retour dans le penthouse, nouvellement mariée à Gian, assise sur leur lit et le regardant dormir. Dans le rêve, elle tendit la main et toucha son visage. Et il ouvrit les yeux et lui sourit. Un vrai sourire, doux et sans défense. « Je t'aime. » Le djinn du rêve avait dit plus que tout. « Je te garderai en sécurité. »« Je promets. » Elle se réveilla en pleurant, la main pressée contre son ventre, regrettant quelque chose qui avait été réel autrefois, mais qui était devenu toxique. Parce que le vrai Gian l'avait aimé, mais son amour était devenu une prison. Elle était partie avant de pouvoir lui parler du bébé, avait fui avant de pouvoir voir si un enfant l'aurait changé ou l'aurait rendu pire. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avec des crampes. Pas sévères, juste inconfortables, mais persistantes. Elle a essayé de les ignorer, a essayé de se reposer comme le médecin l'avait ordonné, mais dans l'après-midi, les crampes s'étaient intensifiées. Elle a vérifié et il y avait des saignements légers. Pas beaucoup, juste un peu, mais assez pour faire battre son cœur à toute vitesse. Elle a appelé l'hôpital. Ils lui ont dit de venir immédiatement. Elle a appelé le numéro de Teresa, mais cela est allé directement à la messagerie vocale. Elle était probablement dans l'avion. Elle a appelé le 911, mais ils ont dit que ce n'était pas une urgence. Elle devrait prendre un service de voiture ou un taxi pour l'hôpital. Elle avait 18 $ dans son portefeuille. Pas assez pour un taxi du Queens à Brooklyn. Elle pouvait prendre le métro, mais la pensée de naviguer dans les escaliers et les quais bondés tout en ayant des crampes et des saignements la terrifiait. Elle était assise sur le bord du lit d'invité de Teresa, son téléphone à la main, fixant la liste de contacts. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait l'aider. Une personne qui laisserait tout tomber et viendrait. Une personne qui avait les ressources pour la conduire à l'hôpital en toute sécurité. Elle aurait dû appeler quelqu'un d'autre. Elle aurait appelé le voisin de Teresa ou un service de voiture et aurait réglé l'argent plus soir. Aurait dû faire littéralement n'importe quoi sauf ce qu'elle était sur le point de faire. Mais le bébé passait avant tout, sa fierté, sa peur, son besoin d'indépendance. Rien de tout cela n'avait autant d'importance que de s'assurer que son fils était en sécurité. Elle a fait défiler ses contacts jusqu'à ce qu'elle le trouve. Le numéro qu'elle avait enregistré il y a 8 mois et juré de ne jamais utiliser. Elle l'a fixé un long moment, son pouce planant au-dessus du bouton d'appel. Puis elle a appuyé. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Melody, la surprise dans sa voix était évidente. Il avait probablement vérifié l'identité de l'appelant, ne pouvait probablement pas croire qu'elle l'appelait réellement. « J'ai besoin d'aide. » Sa voix se brisa. « Je saigne. Le bébé. Quelque chose ne va peut-être pas et je dois aller à l'hôpital, mais je n'ai pas d'argent pour un taxi et je suis dans le Queens. Et nous sommes dans le Queens. Donnez-moi l'adresse. » Elle lui a donné l'adresse de Teresa. Les mots se sont précipités. « Restez là. Ne bougez pas. J'envoie une voiture. Ou elle sera là dans 10 minutes. »« John, je n'ai... » »« Restez calme. La voiture arrive. » Il a raccroché. Melody s'est assise en serrant son téléphone, tremblante. 9 minutes plus tard, on a frappé à la porte. Elle l'a ouverte et a trouvé un chauffeur en costume sombre, professionnel et courtois. « Madame Kwan, je suis là pour vous emmener à l'hôpital méthodiste de Brooklyn. » Elle n'a pas corrigé le nom. Elle a juste attrapé son sac et l'a laissé l'aider à descendre les escaliers.
La voiture était une Mercedes noire, élégante et chère. Elle s'est glissée sur le siège arrière et le chauffeur a démarré en douceur dans la circulation. Monsieur Kwan m'a demandé de vous dire qu'il vous rejoignait à l'hôpital, a dit le chauffeur. Il est environ 15 minutes derrière nous. Il n'a pas besoin de venir. Avec tout le respect que je vous dois, madame, je ne pense pas que quoi que ce soit puisse le retenir. Ils sont arrivés à l'hôpital en 20 minutes. Le chauffeur l'a aidé à entrer et est resté avec elle jusqu'à ce qu'elle soit admise et qu'une infirmière vienne la prendre en charge pour la salle de travail et d'accouchement. Elle était installée dans une chambre, branchée à des moniteurs quand Jen est arrivé. Il avait l'air d'avoir couru tout le chemin. Ses cheveux étaient en bataille, sa cravate lâche, son visage pâle. Il s'est arrêté à l'entrée de sa chambre, sa poitrine haletante, ses yeux la parcourant de la tête aux pieds, comme s'il cherchait des blessures visibles. « Est-ce qu'elle va bien ?» a-t-il demandé à l'infirmière. « Est-ce que le bébé va bien ?» Nous la surveillons maintenant. Le médecin arrivera sous peu. Jen est entré dans la pièce et s'est arrêté à quelques mètres de son lit, comme s'il avait peur de s'approcher. « Tu m'as appelé. Je n'avais personne d'autre. Je me fiche de pourquoi tu as appelé. Je suis juste content que tu l'aies fait. » Il a passé une main dans ses cheveux, les faisant se dresser encore plus. « C'est grave la douleur? Combien de saignements? » « Pas beaucoup de saignements, juste des pertes. Les crampes sont mieux maintenant. » Le Dr. Chin est entré alors et examiné Melody et vérifié les moniteurs. Son expression était sérieuse mais pas paniquée. « Votre tension artérielle est à nouveau élevée, mais pas critique. Les pertes semblent avoir cessé. Le rythme cardiaque du bébé est fort, mais Melody, vous devez être plus prudent. Le repos au lit signifie le repos au lit. Que faisiez-vous avant que les crampes ne commencent? Rien. Juste allongé. Et vous restez où? Pas dans votre ancien appartement avec les escaliers. Je suis chez une amie. Elle a dû quitter la ville. J'étais seul. » L'expression du Dr. Chen s'est durcie. Vous ne pouvez pas être seul, pas avec une prééclampsie aussi sévère. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous surveiller constamment. Si votre tension artérielle monte à nouveau en flèche ou si vous commencez à avoir des symptômes, vous devez pouvoir obtenir de l'aide immédiatement. Je trouverai quelque chose. Non, elle ne le fera pas. La voix de Jen a traversé la pièce, ferme et décisive. Elle rentre à la maison avec moi. J'ai un penthouse avec un ascenseur, du personnel à temps plein et je travaille à domicile. Elle aura des soins 24 heures sur 24. Jen, non, je ne peux pas. Vous pouvez et vous le ferez. Pour le bébé, sinon pour vous-même. Il a regardé le Dr. Chen. Elle sera en sécurité avec moi. Je m'assurerai qu'elle suive toutes les restrictions, assiste à tous les rendez-vous et tout ce dont elle a besoin. Le Dr. Fortune a regardé entre eux, sentant clairement la tension, mais plus préoccupé par la santé de ses patients. Est-ce acceptable pour vous, Melody? Elle voulait dire non, voulait refuser de maintenir son indépendance pour continuer à courir, mais les crampes l'avaient effrayée. Les saignements l'avaient terrifiée. Et elle était si fatiguée de se battre seule. Jusqu'à ce que le bébé arrive, elle s'est entendue dire « Alors je pars ». « D'accord », a dit Jay Hyan immédiatement. « Tout ce que vous voulez. Laissez-moi juste vous aider. » Le docteur Chin la garda pour la nuit pour observation. Jian resta assis sur une chaise à côté de son lit, refusant de partir, même quand elle lui dit de rentrer chez lui se reposer. Elle se réveilla plusieurs fois pendant la nuit et le trouva toujours là, parfois endormi, mais surtout en train de la regarder avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. Au matin, le Dr. Chin la renvoya avec des instructions strictes et un avertissement qu'il pourrait avoir besoin de déclencher le travail plus tôt si son état s'aggravait. Jay Hyan avait déjà tout arrangé. Une voiture attendait dehors pour les emmener à son penthouse. Son assistant avait récupéré ses affaires de l'appartement de Teresa. Le penthouse était exactement comme elle s'en souvenait. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur Manhattan. Des meubles minimalistes, de l'art coûteux sur des murs blancs.
La chambre d'amis avait été préparée pour elle. Le lit fait avec de doux draps blancs, des fleurs fraîches sur la table de nuit. Tu n'as pas à rester dans la chambre d'amis, dit Gian prudemment. La chambre principale est la tienne si tu la veux. La chambre d'amis est bien. Très bien. J'ai engagé une infirmière pour te surveiller pendant la journée. Elle sera ici à 9 heures demain matin. Si tu as besoin de quoi que ce soit la nuit, quoi que ce soit, ma chambre est juste au bout du couloir. N'hésite pas. Merci. Il s'attarda dans l'encadrement de la porte comme s'il voulait en dire plus. Finalement, il parla. Je sais que tu ne me fais pas confiance, je sais que tu as toutes les raisons de ne pas le faire. Mais je pensais ce que j'ai dit à l'hôpital. Tu es en sécurité ici, vous deux. Je n'essayerai pas de te garder ici après la naissance du bébé. Si tu veux partir, tu peux partir, mais pour l'instant, s'il te plaît, repose-toi et laisse-moi prendre soin de toi. Elle hocha la tête, trop fatiguée pour discuter. Il partit, refermant doucement la porte derrière lui. Elle s'allongea sur le lit et fixa le plafond, se demandant à quoi elle venait d'accepter. L'infirmière arriva le lendemain matin comme promis. Son nom était Patricia, une femme d'âge mûr avec un sourire chaleureux et une manière efficace. Elle vérifia la tension artérielle de Melody, prit ses signes vitaux, s'assura qu'elle mangeait correctement. « Votre tension artérielle est toujours élevée mais stable, » dit Patricia. « Nous continuerons à la surveiller. Vous sentez-vous bien? Des douleurs, des vertiges, des changements de vision? Non, juste fatigué. C'est normal. Reposez-vous autant que vous le pouvez. » Jae-Hun a gardé ses distances les premiers jours. Il travaillait depuis son bureau à domicile, sortait pour les repas, la surveillait brièvement le soir. Il était poli, prudent, ne demandant jamais plus qu'elle n'était prête à donner. C'était si différent de l'homme qu'elle avait quitté qu'elle ne savait pas quoi en penser. Le 4e jour, elle se réveilla aux voix devant sa porte. Jae-Hyun et quelqu'un d'autre parlant en coréen rapide. Elle en capta assez pour comprendre qu'ils se disputaient à propos de quelque chose, mais pas quoi. Puis le silence. Quelques minutes plus tard, Jian frappa à sa porte. « Entrez. » Il entra portant un dossier, son expression troublée. « J'ai besoin de te parler de quelque chose, de pourquoi tu es parti. » Son cœur se mit à battre la chamade. « Je ne veux pas parler de ça. Je sais, mais j'ai besoin que tu écoutes ça, s'il te plaît. » Il s'assit sur la chaise près de son lit, le dossier posé sur ses genoux. « Après ton départ, j'étais en colère. Blessé, je ne pouvais pas comprendre pourquoi tu avais disparu sans explication. Alors, j'ai fait enquêter des gens. Je pensais que peut-être quelqu'un t'avait menacé ou que tu avais eu des ennuis. Jian, s'il te plaît, laisse-moi finir. » Il ouvrit le dossier. Ce qu'ils ont trouvé, c'est ceci. Des documents montrant que quelqu'un t'avait donné des informations destinées à te faire peur de moi. Des enregistrements de conversations modifiées sortis de leur contexte. De faux rapports d'incidents sur mes affaires. Quelqu'un voulait que tu partes et ils t'ont manipulé pour que tu le fasses. Melody le regarda. « De quoi parles-tu? » « La conversation que tu as entendue. Celle sur la restriction de tes mouvements, sur le contrôle de ta vie. C'était réel, mais ce n'était pas à propos de toi. C'était à propos de ma mère. » « Votre mère? » On lui avait diagnostiqué une démence à un stade précoce. Elle essayait toujours de quitter son appartement seule et se perdait. J'avais embauché de la sécurité pour la garder en sécurité, pour m'assurer qu'elle ne s'éloigne pas ou ne se blesse pas. Cette conversation que tu as entendue, c'était moi donnant des instructions sur ses soins. Melody sentit la pièce basculer. Non, ça n'a pas ce sens. Il a dit, « Madame Kwan, il parlait de moi. Ma mère est aussi Madame Kwan. » Et la conversation a été délibérément jouée là où vous l'entendriez par quelqu'un qui voulait que vous pensiez que j'essayais de vous contrôler. Quelqu'un qui avait accès à notre appartement, qui connaissait votre emploi du temps, qui pouvait manipuler les situations pour les planter. Il a sorti des papiers du dossier. Quelqu'un qui avait toutes les raisons de vouloir que vous partiez,
Qui? Ma cousine Yuna. Elle était amoureuse de moi depuis que nous étions adolescents. Quand je t'ai épousé, elle t'a vu comme un obstacle. Alors, elle a commencé à travailler sur toi lentement, te nourrissant de doutes, te faisant peur. Quand cela n'a pas marché assez vite, elle a mis en scène cette conversation pour que tu l'entendes. Les mains de Melody tremblaient. Je ne te crois pas. Je ne voulais pas le croire non plus. Mais j'ai des preuves, des relevés téléphoniques montrant ses appels au personnel de maison, des enregistrements d'emails montrant qu'elle se renseignait sur votre emploi du temps, des images de sécurité la montrant dans notre appartement, les jours où vous avez accidentellement surpris des conversations. Il lui tendit le dossier. Tout est là. Tout. Elle prit le dossier de doigts engourdis et commença à lire. Relevés téléphoniques, emails, transcription de la vraie conversation sur sa mère, images de sécurité horodatées et datées. Tout était là, exactement comme il l'avait dit. Preuve d'une manipulation si minutieuse, si calculée qu'elle n'avait jamais soupçonné. « Je t'aimais, murmura-t-elle. Je t'aimais tellement. Et je pensais que tu essayais de me transformer en prisonnière. Je sais, et je suis désolé de t'avoir donné des raisons de croire que cela pourrait être vrai. J'étais trop protecteur. J'ai parfois restreint tes mouvements, mais seulement parce que mon monde est dangereux et que j'étais terrifié de te perdre. Je n'ai jamais voulu te contrôler, Melody. Je voulais juste te garder en sécurité. Alors, Yuna m'a fait penser. Elle t'a fait penser que j'étais un monstre. Et quand tu as découvert que tu étais enceinte, tu as couru parce que tu ne voulais pas élever un enfant dans ce que tu pensais être une cage. Il se pencha en avant. Mais je n'ai jamais su, Melody. Tu étais enceinte quand tu es partie, et je n'ai jamais su. Si j'avais su, j'aurais remué ciel et terre pour te trouver, pour t'expliquer, pour arranger les choses. Je l'ai découvert quelques jours avant de partir. J'allais te le dire. J'étais si heureuse, si effrayée, si pleine d'espoir. Et puis j'ai entendu cette conversation et j'ai pensé si tu essayais de me contrôler, que ferais-tu à notre enfant? Alors j'ai couru. Et tu as été seule tout ce temps? Oui. Souffrant seul, luttant seul, portant mon enfant seul parce que quelqu'un t'a menti et j'étais trop aveugle pour le voir. Sa voix se brisa. Mon Dieu, Melody, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé pour tout cela. Elle a commencé à pleurer alors, toute la peur et la douleur et la solitude des 8 derniers mois se déversant. Jay s'est assis sur le bord de son lit et l'a tiré doucement dans ses bras. Elle aurait dû le repousser, aurait dû maintenir sa distance. Mais elle était si fatiguée et il était si chaud. Et pour la première fois en 8 mois, elle n'était pas seule. « Qu'est-il arrivé à Yuna? » demanda-t-elle quand elle put à nouveau parler. « Elle est partie, hors de nos vies de manière permanente. Elle ne nous dérangera plus. Je ne l'ai pas tuée si c'est ce que tu demandes. Mais j'ai clairement fait comprendre que si elle s'approchait à nouveau de toi ou de notre fils, cela changerait. » Sa main bougea vers son ventre, hésitante. « Puis-je? » Elle hocha la tête. Il pressa sa paume contre elle et presque immédiatement le bébé donna un coup de pied. Les yeux de Jae-hin s'écarquillèrent. Il est fort. Il tient de son père. Ils sont restés comme ça longtemps, sa main sur son ventre, sa tête sur son épaule, sentant leur fils bouger. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. La blessure était trop profonde, le malentendu trop profond. Mais c'était un début. « Je veux être là », dit June doucement. « Quand il naîtra, je veux être dans la pièce pour le voir prendre son premier souffle. Me laisseras-tu? Oui, je te veux là. Et après, quand tu seras guérie et prête à partir. » Elle recula pour le regarder. « Je ne sais pas encore. Nous avons beaucoup de choses à régler. Beaucoup de confiance à reconstruire, mais peut-être que nous n'avons pas à tout comprendre tout de suite. Peut-être que nous pouvons juste le prendre un jour à la fois. Je peux faire ça, un jour à la fois. » Sa main était toujours sur son ventre, son expression douce d'une manière qu'elle n'avait pas vue depuis si longtemps. « Il a un nom? » J'y ai pensé.
Je voulais attendre que tu puisses avoir ton mot à dire. Si tu veux, je veux. Qu'envisageais-tu? Quelque chose de coréen. Quelque chose qui signifie force ou courage. Il aura besoin de ces deux choses. Miho, dit Jae-hyun immédiatement. Cela signifie courageux et héroïque et c'était le nom de mon grand-père. Il était l'homme le plus fort que j'ai jamais connu. Miho, elle a testé le nom, sentant comment il lui allait. J'aime bien, Miho Kwon. Parfait. Sa voix était chargée d'émotion. Notre fils Miho, les 2 semaines suivantes se passèrent dans une paix étrange. Melody se reposait, sa tension artérielle se stabilisant progressivement. Patricia venait quotidiennement vérifier ses signes vitaux. Giant travaillait à domicile, toujours disponible si elle avait besoin de quoi que ce soit. Ils prenaient leur repas ensemble, parlaient prudemment de sujets neutres, apprenant lentement à être à nouveau ensemble. Il lui parla de son travail, des entreprises légitimes et des moins légitimes. Il ne cachait rien, n'essayait pas de se présenter sous un meilleur jour qu'il ne l'était. Il traitait d'informations, de protection, de services qui existaient dans des zones grises. Il avait du pouvoir, de l'argent et des relations qui s'étendaient à tous les coins du monde souterrain de New York. « Je sais ce que je suis », dit-il un soir pendant le dîner. « Je ne suis pas un homme bon selon les normes de la plupart des gens, mais tout ce que je fais, je le fais avec un but. Je protège les gens qui ne peuvent pas se protéger. Je punis les gens qui méritent une punition. J'existe dans les espaces où la loi ne peut pas ou ne veut pas atteindre. Cela inclut-il ce que tu as fait à Yuna? Oui. La loi ne l'aurait pas touchée pour ce qu'elle a fait. La manipulation émotionnelle n'est pas illégale. Mais ce qu'elle nous a fait, à notre famille, méritait des conséquences. Alors je lui ai donné un choix. Disparaître et recommencer ailleurs loin d'ici ou m'affronter. Elle a choisi de disparaître avec assez d'argent pour survivre, pas assez pour être à l'aise. Elle devra travailler pour la première fois de sa vie privilégiée. Considérez cela comme un développement de caractère. Melody aurait dû être perturbée par le calcul froid dans sa voix. Au lieu de cela, elle ressentit une satisfaction sauvage. Yuna avait détruit leur mariage, avait séparé un père de son enfant à naître, avait causé 8 mois de souffrance. Quoi que Jian lui ait fait, elle l'avait mérité. « Merci, dit-elle doucement, pour l'avoir géré, pour m'avoir cru, pour tout. Tu n'as pas à me remercier, c'est ce que fait la famille. » Famille, le mot flottait entre eux, lourd de sens. Ils n'étaient plus seulement 2 personnes. Ils étaient sur le point de devenir 3. Qu'ils restent ensemble ou se séparent après la naissance du bébé, ils seraient toujours liés par leur fils. Un mardi matin, 3 semaines après avoir emménagé dans le penthouse, Melody se réveilla avec de l'humidité entre les jambes. Pas de perte cette fois-ci, sa poche des os avait rompu. Elle sentit la première contraction frapper, une bande de pression serrée enveloppant son ventre, et sut que c'était le moment. « Jae-hyun » cria-t-elle, essayant de garder sa voix calme. « Jae-han, ça arrive. » Il fit éruption dans sa chambre 30 secondes plus tard, pieds nus et torse nu, ses cheveux hérissés comme s'il avait dormi. « Le bébé? Ma poche des os a rompu. Nous devons aller à l'hôpital. » Il se transforma instantanément de somnolent à concentré. Il attrapa son téléphone, passa des appels tout en l'aidant à se lever. Une voiture attendait déjà en bas quand ils arrivèrent à l'ascenseur. Jian avait un sac préparé pour elle. Il était prêt pour ce moment depuis des semaines. Le trajet jusqu'à Brooklyn Methodist dura 20 minutes. Les contractions venaient toutes les 7 minutes, gérables mais s'intensifiant. Jae-hyun lui tenait la main sur le siège arrière, son pouce frottant des cercles sur sa paume, sa voix stable et calme. « Tu te débrouilles très bien. Respire juste à travers elle. Nous sommes presque arrivés. » Ils l'ont transportée d'urgence à la salle de travail et d'accouchement. Le Dr. Chin était déjà là, calme et professionnel. Ils l'ont examinée et elle était dilatée de 4 cm, progressant rapidement pour un premier bébé. « On dirait que Miho est prêt à rencontrer ses parents », a dit le Dr. Chin avec un sourire.
Comment vous sentez-vous concernant la gestion de la douleur? Épidurale, a dit Melody immédiatement. Certainement l'épidurale. L'anesthésiste est venu et posé l'épidurale et la douleur s'est estompée pour devenir une pression gérable. Jay Hyen ne l'a jamais quitté. Il lui a tenu la main, lui a essuyé le front, lui a murmuré des encouragements en anglais et en coréen. Quand elle a été complètement dilatée et qu'il a été tense de pousser, il s'est mis à soutenir son dos, ses bras autour d'elle, lui prêtant sa force. « Tu peux le faire », lui murmura-t-il à l'oreille. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu as survécu 8 mois seul avec notre enfant. Tu as construit une vie à partir de rien. Tu peux tout faire. » Elle poussa et poussa et poussa. La douleur était incroyable, même avec l'épidurale. Une pression si intense qu'elle crut qu'elle allait se briser. Mais les bras de Jae-hyun étaient autour d'elle et le Dr. Chin la coachait. Et quelque part au milieu de tout cela, elle entendit un son, un cri aigu et en colère et absolument parfait. C'est un garçon. Le docteur annonça inutilement, brandissant un bébé minuscule, furieux, absolument magnifique. Félicitations. Ils le placèrent sur la poitrine de Melody, cette petite personne qu'elle avait portée pendant 8 mois, et elle sentit son cœur s'ouvrir. Il était si petit, à peine 5 livres. Avec une touffe de cheveux noirs et de minuscules poings agitant dans l'air, ses yeux étaient serrés, sa bouche ouverte d'indignation d'être forcée dans le monde froid. « Salut, bébé », murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Salut, Miho. Je suis ta maman. »« Et je suis ton papa », ajouta John, sa voix se brisant. Il pleurait aussi, des larmes silencieuses glissant sur ses joues, alors qu'il regardait leur fils. « Nous sommes tes parents, et nous t'aimons tellement. » Miho cessa de pleurer au son de leur voix. Son minuscule visage se plissa, ses yeux essayant de s'ouvrir. Melody leva les yeux vers Jae-hyun et le trouva en train de la regarder avec une expression d'un amour et d'une merveille si profond que cela lui coupa le souffle. « Nous l'avons fait, » dit Jae-hyun doucement. « Nous avons fait cette personne parfaite. Nous l'avons fait. » Ils l'ont laissé tenir Miho quelques minutes avant de le prendre pour le peser et le mesurer. 5 livres 2 onces, 18 pouces de long, parfaitement sain malgré quelques semaines d'avance. Les infirmières l'ont nettoyé, l'ont enveloppé dans une couverture bleue et l'ont ramené. « Qui veut le tenir en premier ?» demanda l'infirmière. « Jian, » dit Melody, « laissez son père le tenir. » L'infirmière plaça Miho dans les bras de Jae-hyun et il resta complètement immobile, comme s'il avait peur de bouger et de briser le sort. Il regarda son fils avec une expression d'admiration absolue. « Bonjour, Miho, je suis ton... » Il a levé les yeux vers Melody, ses yeux encore humides. « Merci, merci pour lui. Merci d'avoir survécu. Merci de m'avoir appelé. Merci de me laisser être ici. Où d'autres seriez-vous? C'est votre fils, je sais. Mais après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai manqué de faire, vous auriez été justifié de le garder loin de moi. Mais vous ne l'avez pas fait. Même après 8 mois de séparation, même après toute la douleur, vous m'avez laissé être là pour ça. C'est un cadeau que je ne mériterai jamais. » Ils l'ont déplacé dans une salle de récupération quelques heures plus tard. Miho était à la pouponnière sous surveillance car il était né quelques semaines en avance. Mais il allait bien. Jay avait fait jouer ses relations pour que Melody ait une chambre privée avec un canapé convertible en lit. Il avait déjà annoncé son intention de rester. « Tu devrais rentrer chez toi, » dit Melody à l'approche du soir. « Dors vraiment. »« Je ne pars pas. Pas ce soir. Pas tant que tu es ici. Jae-hyun, s'il te plaît, laisse-moi rester. Je dormirai sur le canapé. Je ne te dérangerai pas, mais j'ai besoin d'être ici. J'ai besoin de savoir que vous êtes tous les deux en sécurité. » Elle était trop fatiguée pour discuter. Elle s'endormit en quelques minutes, épuisée par l'accouchement. Et quand elle se réveilla au milieu de la nuit, Jian était assis sur la chaise à côté de son lit,
grand ouvert, la regardant dormir. « Tu es censé te reposer, murmura-t-elle. « Je le ferai. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Je vais bien. Le bébé va bien. Tout va bien, je sais. J'avais juste besoin de le voir par moi-même. » Il tendit la main et prit de la sienne. « Melody, j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a 8 mois. Quelque chose que j'aurais dû dire tous les jours où nous étions ensemble. Quoi? Je t'aime. Je t'ai aimé depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Je t'ai aimé quand nous nous sommes mariés. Je t'ai aimé quand tu es parti, même si je ne comprenais pas pourquoi. Je t'ai aimé tous les jours où tu étais parti. Et je t'aime maintenant encore plus qu'avant, parce que maintenant je comprends ce que j'ai failli perdre. » Il lui serra doucement la main. « Je ne te demande pas de m'aimer en retour. Je ne te demande pas de rester. Je te dis juste que tu es aimé. Toi et Mio, vous êtes tous les deux aimés complètement et inconditionnellement. » Melody sentit des larmes couler sur ses joues. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Même quand je pensais que tu essayais de me contrôler. Même quand je courais. Même quand j'étais si en colère que je pouvais à peine respirer. Je n'ai jamais cessé. Je ne savais juste pas si l'amour était suffisant. Est-ce que suffisant? Je ne sais pas encore, mais je veux le découvrir. Pas maintenant. Je ne suis pas prête à prendre des décisions maintenant. Mais peut-être dans quelques semaines quand je serai guéri et que nous aurons eu le temps de comprendre comment être parents, peut-être alors nous pourrons parler de ce qui vient ensuite. Je peux attendre. J'attendrai aussi longtemps que tu auras besoin. » Ils ont ramené Miho à 6 heures du matin pour le nourrir. Melody a essayé d'allaiter, mais il était petit et somnolent et avait du mal à prendre le sein. La consultante en lactation l'a aidé, patiente et gentille, et finalement Miho a compris. En le regardant téter, sa petite main enroulée autour de son doigt, Melody a ressenti une poussée d'amour féroce et protecteur si intense qu'elle en a eu mal. « Il est parfait », a dit Gian doucement en le regardant depuis sa chaise. « Absolument parfait. Il l'est. Nous avons bien fait. Tu as bien fait. J'ai juste contribué du matériel génétique. Tu l'as fait grandir, tu l'as porté, tu l'as gardé en sécurité quand je ne savais même pas qu'il existait. Et maintenant, nous le gardons en sécurité ensemble. » Ils les ont gardés à l'hôpital pendant 3 jours car Miho était en avance et ils voulaient le surveiller. Il a pris du poids, a réussi tous ses tests et a prouvé qu'il pouvait réguler sa température et sa respiration seul. Le matin de la sortie, Gian est arrivé avec un siège auto déjà installé dans la Mercedes et une tenue pour Miho à porter pour rentrer à la maison. « Je ne savais pas quoi prendre », a-t-il admis. « Alors, j'ai acheté 6 tenues différentes et j'ai laissé les infirmières choisir. » Melody a ri, le son lui paraissant étrange et merveilleux. Quand avait-elle ri pour la dernière fois? Il y a des mois, peut-être plus longtemps. Mais en regardant Jay Hyen tenir de minuscules body avec une concentration sérieuse sur son visage, elle ne pouvait pas s'en empêcher. Ils ont habillé Miho d'un doux coton bleu couvert de petits nuages. Il avait l'air incroyablement minuscule dans le siège auto. Le trajet de retour au penthouse fut angoissant, chaque bosse et virage faisant battre le cœur de Melody. Mais ils sont arrivés en toute sécurité et Jen a porté le siège auto comme s'il contenait la cargaison la plus précieuse du monde, ce qui était le cas. Le penthouse avait été transformé. La chambre d'amis où Melody avait séjourné contenait maintenant un berceau, une table allongée, une chaise à bascule, des étagères remplies de fournitures pour bébé, tout doux, neutre et parfait. « Quand as-tu fait tout ça? » Melody demanda, regardant la chambre d'enfant. « Pendant que tu étais à l'hôpital, je voulais que ce soit prêt pour ton retour. » Il posa doucement le siège auto. « J'espère que ça va. Si tu n'aimes rien, nous pouvons le changer. » « C'est parfait. Tout est parfait. » Ces premiers jours furent un tourbillon de repas, de changements de couches et d'épuisement. Miho mangeait toutes les 2 heures, ce qui signifiait que personne ne dormait plus de 90 minutes à la fois. Melody était endolorie, fatiguée et dépassée.
Mais elle n'était pas seule. Jae-hyun était là pour chaque repas, changeant les couches, berçant Miho quand il pleurait, apprenant à être père. Environ une semaine après leur retour à la maison, Melody se réveilla à 3 heures du matin dans ce silence. La panique l'envahit. Pourquoi Miho ne pleurait-il pas? Respirait-il? Allait-il bien? Elle jeta ses couvertures et se précipita à la pouponnière. Elle trouva Jae-hyun assis dans la chaise à bascule, torse nu, Miho endormi sur sa poitrine nue. Il chantait doucement en coréen, une berceuse qu'elle reconnaissait vaguement. Sa main couvrait la majeure partie du petit dos de Miho, montant et descendant à chaque souffle. Il était agité, murmura Jin quand il la remarqua dans l'embrasure de la porte. Je ne voulais pas qu'il te réveille. Le pot à pot semble l'aider à se calmer. Le cœur de Melody fondit. Cet homme dangereux qui dirigeait un empire dans l'ombre, qui inspirait la peur à ses ennemis et commandait le respect de tous, était assis dans une chaise à bascule à 3 heures du matin, chantant des berceuses à leur fils, et il avait l'air plus heureux qu'elle ne l'avait jamais vu. « Tu vas être un bon père, » dit-elle doucement. « Je vais essayer, il mérite le meilleur, vous deux aussi. » Elle retourna au lit, mais ne put dormir. Elle resta allongée, fixant le plafond, pensant aux choix et aux secondes chances, pensant à la vie qu'elle avait construite seule contre la vie qu'ils pourraient construire ensemble, pensant à Mio et à ce qu'il méritait. Quelques jours plus tard, Patricia vint pour un examen postpartum. Elle examina Melody, vérifia son incision, posa des questions sur son état émotionnel. Comment vous sentez-vous mentalement? Des signes de dépression ou d'anxiété postpartum? Je suis fatigué, parfois dépassé, mais je pense que c'est normal. Ça l'est. Mais je veux que vous connaissiez les signes à surveiller. Si vous commencez à vous sentir désespéré ou comme si vous ne pouviez pas créer de lien avec le bébé, ou si vous avez des pensées de vous faire du mal ou de lui faire du mal, vous m'appelez immédiatement. Compris. Compris. Et votre situation de vie, vous avez du soutien, vous n'essayez pas de faire ça seul. J'ai du soutien. Le père de Miho est là. Il a été incroyable, en fait. Bien. Cela fait une énorme différence. Patricia rangea son équipement. Vous guérissez bien physiquement. Votre tension artérielle est revenue à la normale. Continuez juste à vous reposer quand vous le pouvez et n'essayez pas de faire trop tôt. Après le départ de Patricia, Melody trouva Jae-hyun dans la pouponnière, debout au-dessus du berceau de Mio, et le regardant dormir avec cette expression d'émerveillement qui n'avait toujours pas disparu. « Nous devons parler, dit-elle doucement. » Il se tendit et elle réalisa qu'il pensait qu'elle était sur le point de lui dire qu'elle partait. « D'accord, allons dans le salon. » Ils s'installèrent sur le canapé, maintenant une distance prudente entre eux. Les mains de Jin étaient serrées l'une contre l'autre, sa mâchoire tendue, se préparant à de mauvaises nouvelles. « J'ai pensé, Melody commença, à ce qui vient ensuite. À ce que je veux et je ne veux pas partir. Pas encore. Pas avant que nous ayons vraiment essayé de réparer ce qui s'est brisé entre nous. » Elle prit une inspiration. « Je veux aller en thérapie, nous deux, ensemble et séparément. Je veux que nous apprenions à mieux communiquer, à nous faire confiance à nouveau. Je veux comprendre pourquoi tu étais si protecteur. Et je veux que tu comprennes pourquoi cela m'a terrifié. Je veux construire quelque chose de nouveau au lieu d'essayer de revenir à ce que nous avions avant. » L'espoir vacilla sur son visage. « Tu veux essayer à nouveau? Vraiment essayer. Je veux essayer. Pas pour moi, Ho, bien qu'il en fasse partie, mais pour nous. Parce que malgré tout, malgré toute la douleur et le malentendu, je t'aime toujours. Et je pense que tu m'aimes toujours. Et peut-être que c'est suffisant pour construire. C'est plus que suffisant. C'est tout. » Il tendit la main lentement, lui laissant le temps de se retirer, et lui prit la main. « Je ferai tout ce dont tu as besoin. Conseils, thérapie, tout ce qu'il faudra. Je serai complètement honnête,
même quand ce sera difficile. Je respecterai tes limites, même quand mon instinct est de te protéger en contrôlant la situation. Je serai le partenaire que tu mérites. Et j'essaierai de mieux communiquer au lieu de fuir quand les choses deviendront difficiles. J'essaierai de te faire confiance, même quand c'est effrayant. Je te donnerai la chance de prouver que tu as changé. Merci. Sa voix se brisa. Merci pour cette chance, je ne la gaspillerai pas. Ils ont trouvé une thérapeute spécialisée dans le conseil conjugal, une femme nommée Dr. Sarah Kim, qui comprenait la dynamique de leur relation sans jugement. La première séance a été difficile. Ils ont parlé de la conversation que Melody avait surprise, de la manipulation de Yuna, du besoin de contrôle de Jin et du besoin de liberté de Melody. Vous avez tous les deux des peurs valides, a dit le Dr. Kim. Jae-hyun, votre monde est dangereux. Votre besoin de protéger Melody n'est pas irrationnel. Mais Melody, être protégée ne devrait pas signifier être emprisonnée. La question est de savoir si vous deux pouvez trouver un terrain d'entente où vous vous sentez tous les deux en sécurité. Cela a pris du temps. Des semaines de séances de conversation difficiles, d'apprentissage à se disputer équitablement et à communiquer clairement. Jaehyun s'est efforcé de desserrer son emprise, de demander au lieu d'exiger, de faire confiance à Melody pour prendre ses propres décisions. Melody s'est efforcée de ne pas fuir au premier signe de conflit, de parler avant que le ressentiment ne s'accumule, de faire confiance au fait que la protection de June venait de l'amour et non d'un désir de contrôler. Miho a eu 1 mois, puis 2, puis 3. Il a commencé à sourire, a commencé à les suivre des yeux, a commencé à saisir des jouets. Regarder Jay avec leur fils était la chose préférée de Melody. Il était patient et doux, chantant des berceuses coréennes et parlant à Miho dans les 2 langues, déterminé à ce que leur fils grandisse bilingue. 3 mois après la naissance de Miho, Melody se réveilla un matin pour trouver Jae-hyun déjà levé, debout près de la fenêtre de la nurserie avec Miho dans ses bras, le soleil du matin les peignant tous les deux en or. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle depuis l'embrasure de la porte. « Quelle chance j'ai! À quel point j'ai failli perdre ça! » Il se tourna pour la regarder. « Si tu ne m'avais pas appelé ce jour-là, si tu avais été trop fier ou trop effrayé, je n'aurais peut-être jamais su pour lui. J'aurais pu vous perdre toutes les deux, mais tu ne l'as pas. Mais nous sommes là. Nous essayons. Nous faisons plus qu'essayer. Nous réussissons. » Il s'approcha et l'embrassa sur le front, faisant attention à ne pas bousculer Miho. « Je sais que nous prenons les choses lentement. Je sais que nous reconstruisons encore la confiance, mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Ceci, ici, toi et moi et notre fils. C'est à ça que ressemble vraiment le pouvoir. Pas l'argent ou la peur ou le contrôle. Cette famille, l'amour, c'est le seul pouvoir qui compte. » Melody sentit des larmes lui piquer des yeux. « Quand êtes-vous devenu si sage? Quand j'ai presque tout perdu ce qui comptait et que j'ai dû comprendre ce qui valait la peine de se battre. » Il regarda Miho qui somnolait paisiblement dans ses bras. « Je pensais que la force signifiait ne jamais montrer de faiblesse, ne jamais reculer, toujours avoir le contrôle. Mais la vraie force, c'est admettre quand on a tort, demander de l'aide, changer quand on a besoin de changer. Tu m'as appris cela. Nous nous sommes appris mutuellement. » Pendant des mois après la naissance de Mio, Teresa était venue rendre visite. Elle avait été absente pour s'occuper du rétablissement de sa mère, était restée en Floride plus longtemps que prévu et était finalement de retour à New York. Elle est arrivée au penthouse avec des cadeaux pour Mio et des yeux pleins de questions. « Alors, dit-elle après avoir cajolé le bébé, toi et le père mystérieux avez réglé les choses. Nous y travaillons. C'est compliqué. Ma chérie, tout ce qui vaut la peine d'être eu est compliqué, mais tu as l'air heureuse. Plus heureuse que je ne t'ai jamais vue. C'est ce qui compte. Je suis heureuse. Parfois effrayée, mais heureuse. Bien. Tu mérites d'être heureuse. » Teresa a regardé autour du penthouse, observant la richesse évidente. « Il te traite bien, te respecte, il le fait. Il a fait des erreurs, de mauvaises, mais il essaie de les réparer.
Nous deux. Alors je suis contente. Toi et ce bébé méritez le meilleur. 6 mois après la naissance de Miho, un froid soir de septembre, Gian a demandé à Melody de dîner avec lui. Pas dans le penthouse, mais dehors. Sa mère, entièrement rétablie de son épisode de démence après avoir trouvé le bon traitement, avait accepté de garder Miho quelques heures. Melody s'est habillée avec soin, choisissant une simple robe noire qui allait bien à son corps post-bébé. Jay Hyen portait un costume, et quand il l'a vu, son visage s'est illuminé. « Tu es magnifique », a-t-il dit simplement. « Tu n'es pas si mal toi-même. » Il l'emmena dans un petit restaurant coréen du Queens, le genre d'endroit sans enseigne en anglais, et des grands-mères qui cuisinent à l'arrière. Ils commandèrent trop de nourriture, se donnèrent mutuellement des bouchées de leurs plats préférés, et parlèrent de tout et de rien. « J'ai quelque chose pour toi, dit Ji-hyun, alors que le repas tirait à sa fin. Il sortit une petite boîte de sa poche et la posa sur la table entre eux. Le cœur de Melody se mit à battre la chamade. « Ji-hyun, ce n'est pas ce que tu penses. Ouvre-le. » Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une clé. « C'est une clé du penthouse, expliqua-t-il. Tu es resté avec moi pendant 6 mois, mais tu n'as pas ta propre clé. Tu as toujours dû me demander de te laisser rentrer. Tu as dû dépendre de moi pour aller et venir. Je ne veux plus ça. C'est aussi ta maison si tu veux que ce le soit. Mais même si tu décides de partir, même si tu trouves ton propre endroit, je veux que tu aies cette clé pour que tu saches toujours que tu as un endroit sûr où aller. Pour que tu n'aies jamais à demander la permission de rentrer chez toi. » Elle fixa la clé, ce petit morceau de métal qui représentait tout ce vers quoi ils avaient travaillé. Confiance, liberté, partenariat au lieu de possession. « Merci, murmura-t-elle. Il y a autre chose. » Il prit une inspiration. « Je sais que nous avons dit que nous irions lentement. Je sais que nous sommes toujours en thérapie, que nous réglons encore les choses. Mais Melody, j'ai besoin que tu connaisses mes intentions quand tu seras prête. Pas maintenant, mais un jour. Je veux t'épouser à nouveau. Je veux me tenir devant notre famille et nos amis et m'incliner pour t'aimer et te respecter. Pour être ton partenaire et non ton gardien. Je veux te choisir tous les jours. Et je veux que tu me choisisses en retour. Mais seulement quand tu seras prête. Seulement quand tu me feras entièrement confiance. Je peux attendre aussi longtemps qu'il le faudra. » Melody sentit des larmes couler sur ses joues. Et si j'étais prête maintenant? Ses yeux s'écarquillèrent. Maintenant, pas pour se marier demain, mais pour aller de l'avant. Pour arrêter de vivre dans la chambre d'amis et recommencer à partager ton lit. Pour te présenter à mes amis comme mon mari et pas seulement le père de Miho, pour vraiment essayer ce mariage au lieu de juste le tester. Elle tendit la main à travers la table et lui prit la main. « Je t'aime, Jane. Je te pardonne les erreurs que tu as faites et je pense que tu m'as pardonné d'avoir fui au lieu de me battre. Alors peut-être est-il temps d'arrêter d'avoir peur et de commencer à être courageux. Tu es sûr? Je suis sûr. Nous continuerons la thérapie. Nous continuerons à travailler sur la communication, mais oui, je suis sûr. Je te choisis. Je nous choisis. Je choisis cette famille que nous construisons. » Il vint autour de la table, la tira sur ses pieds et l'embrassa. Pas timidement comme les baisers prudents qu'ils avaient partagés ces derniers mois, mais profondément, passionnément, comme s'ils s'étaient retenus et avaient enfin la permission de se laisser aller. Elle l'embrassa en retour avec la même ferveur, y versant 6 mois de guérison et d'espoir. Quand ils se séparèrent, tous deux haletants, il pressa son front contre le sien. « Je vais passer le reste de ma vie à m'assurer que tu ne regretteras jamais ce choix. » « Bien, parce que je vais te prendre au mot. » Ils sont allés chercher Miho chez sa grand-mère. Elle a jeté un coup d'œil à leur visage et a souri en connaissance de cause. « Vous avez réglé les choses, » a-t-elle dit en coréen. « Nous y travaillons, » a répondu Ji-hyun. « Tous les jours. C'est tout ce que nous pouvons faire. Travailler dessus tous les jours. Nous aimer tous les jours. Nous choisir tous les jours. » Elle a tendu Miho à Melody avec un sourire. Ce petit est chanceux d'avoir des parents qui se battent pour leur amour au lieu d'abandonner.
Cette nuit-là, après que Miho fut endormi dans son berceau, Melody déménagea ses affaires de la chambre d'amis à la chambre principale. Cela sembla à la fois monumental et ordinaire. Juste des vêtements dans un placard, des articles de toilette dans une salle de bain, mais aussi un choix fait et honoré. Elle se glissa dans le lit à côté de Jae-hun pour la première fois en près de 9 mois. Il la serra contre lui, son dos contre sa poitrine, son bras enroulé autour de sa taille. « Merci, murmura-t-il dans ses cheveux, d'être rentré à la maison. Merci de m'avoir donné un foyer qui vaut la peine d'être retrouvé. » Ils s'endormirent comme ça, enlacés, et quand Miho se réveilla en pleurant à 2 heures du matin, ils se levèrent tous les deux. Melody le nourrit pendant que Jae-hun changeait sa couche. Puis, ils le recouchèrent ensemble, une équipe. C'était à cela que ressemblait le bonheur, pensa Melody en se recouchant. Pas parfait, pas sans cicatrices ni lutte, mais réel, honnête, construit sur une fondation de respect mutuel et d'amour véritable, au lieu de contrôle et de peur. 6 mois plus tard, par un frais soir de mars, exactement 1 an après le départ de Melody, ils renouvelèrent leurs vœux. Ce fut une petite cérémonie. Juste des amis proches et la famille, tenus dans le penthouse avec vue sur les lumières de la ville. Miho, presque 1 an et faisant ses premiers pas chancelants, servit de porte-alliance avec l'aide de sa grand-mère. Melody portait du blanc. Jeanne portait un costume noir traditionnel. Et quand ils prononcèrent leurs vœux, ils pensaient chaque mot. « Je promets de t'aimer sans t'enfermer, » dit Jeanne, sa voix stable et assurée. « De te protéger sans te contrôler, d'être ton partenaire en toutes choses, le bon et le mauvais, d'écouter quand tu parles, de faire confiance à tes choix, de respecter ta liberté même quand ça me fait peur. Je promets de te choisir tous les jours, pas parce que je dois, mais parce que je veux, parce que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je promets de t'aimer sans fuir, dit Melody, sa propre voix forte malgré les larmes qui coulaient sur son visage. De rester et de me battre quand les choses deviennent difficiles. De te faire confiance même quand c'est difficile de dire ma vérité au lieu de laisser le ressentiment s'accumuler. Je promets de te choisir tous les jours, non pas parce que je suis piégé, mais parce que je suis libre. Libre de partir et choisissant de rester. Libre de t'aimer complètement et sans peur. Ils scellèrent leur promesse d'un baiser. Leurs amis applaudirent. Miho frappa ses petites mains potelées et rit, et Melody se sentit pour la première fois depuis des années complètement en paix. C'était l'amour. Pas le genre désespéré et collant qu'elle avait craint. Pas le genre contrôlant que Jae-hun avait montré par erreur auparavant. Mais le vrai genre, le genre qui vous libère et vous fait confiance pour revenir. Le genre qui reconnaît les erreurs et travaille à les réparer. Le genre qui construit quelque chose de nouveau à partir des cendres de ce qui s'était brisé. Plus tard cette nuit-là, après le départ des invités et que Miho fut endormi, ils se tenaient près des fenêtres du sol au plafond et regardaient la ville. Penses-tu parfois à ce qui se serait passé si nous ne nous étions pas rencontrés cette nuit-là? Demanda Melody. Tous les jours, je suis reconnaissant que nous l'ayons fait. Reconnaissant que tu aies été assez courageuse pour m'appeler quand tu avais besoin d'aide. Reconnaissant que tu m'aies donné une seconde chance. Penses-tu que Miho comprendra un jour? Quand il sera plus grand et posera des questions sur notre histoire. Je pense que nous lui dirons la vérité. Que ses parents s'aimaient mais ont presque détruit cet amour par incompréhension et peur. Qu'ils ont retrouvé leur chemin grâce à un travail acharné et au pardon. Que l'amour n'est pas facile ou simple, mais qu'il vaut la peine de se battre pour lui. Jae-hyun la serra plus fort, et je pense que nous lui dirons qu'il n'a jamais été indésirable ou mal aimé. Pas une seule seconde. Que même quand ses parents étaient séparés, même avant que je sache qu'il existait, il était aimé. C'est une belle histoire. C'est notre histoire et nous l'écrivons encore. Ils sont restés là longtemps, enlacés, regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas.
Quelque part là-bas, des gens tombaient amoureux et se séparaient, faisaient des erreurs et les réparaient, fuyaient et rentraient chez eux, tout comme eux. Mais ce soir, ils étaient ensemble, une famille imparfaite et marquée, mais entière. Et c'était plus que suffisant. Si vous avez suivi le voyage de Melody et Jen, appuyez sur ce bouton d'abonnement pour plus d'histoires d'amour émotionnel qui vous feront croire aux secondes chances. Laissez un commentaire ci-dessous partageant vos réflexions sur leur histoire. Avez-vous déjà dû reconstruire la confiance avec quelqu'un que vous aimez? Avez-vous déjà eu une seconde chance que vous ne pensiez pas mériter? Partagez vos expériences ci-dessous. Et si cette histoire a touché votre cœur, montrez un peu d'amour en appuyant sur ce bouton « J'aime ». N'oubliez pas, l'amour ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'être assez courageux pour essayer à nouveau. Jusqu'à la prochaine.